Bonjour à tous, c'est Ken Hopper. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui changera de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent sur ma chaîne. Bien qu'étant une chaîne dite généraliste, où je proposais des unboxings, des émissions diverses ou encore du gaming. Là, on va changer radicalement de thématique, on va dire, et je vais vous proposer une série de vidéos sur l'apprentissage et l'initiation au tarot de Marseille. Pourquoi faire ce genre de vidéo? C'est pour une raison très simple. J'aime tout ce qui est cartomancie, tout ce qui est un peu médium, etc. etc. Et j'avais envie, voilà, depuis un moment, je regardais des vidéos, je regardais sur internet, etc. etc. Et le tarot de Marseille m'intéressait beaucoup pour plusieurs raisons, mais notamment pour son histoire ancienne, le symbolisme que cela évoque, etc. etc. Donc je me suis lancé, et comme vous le voyez sur l'image, je me suis acheté donc un véritable jeu de tarot, voilà, ancien tarot de Marseille, voilà, de la maison Grimaud. Donc c'est une maison qui a refait, qui a réédité ses cartes, avec notamment des couleurs plus vives, etc. Mais sinon, ça reste exactement le même jeu de tarot original, on va dire, originel. Les deux sont pareils d'ailleurs. Et enfin, comme vous le voyez là, j'ai également acheté un livre qui a été fortement recommandé, qui semble être complet. En tout cas, il y a 500 pages, donc ça semble être le cas, et bien expliqué sur l'initiation et l'apprentissage du tarot pour les débutants comme moi. C'est un livre d'Alexandro Jodorowsky et de Marianne Costa qui s'appelle donc La Voix du Tarot. Vous pourrez, je pense, les trouver, peut-être pas en librairie, mais en tout cas sur internet, sur un célèbre site marchand. Il est disponible pour moins de 10 €. Donc voilà, si suite à mes vidéos, vous voulez également vous plonger dans la découverte du tarot, eh ben, je vous conseille ce livre qui, pour l'instant, du peu que j'ai lu, parce que je commence à peine, effectivement semble être intéressant. Alors le but de ces vidéos, comme vous l'aurez compris je pense, c'est de découvrir avec moi cette initiation et d'apprendre avec moi ce tarot pour, à la fin, à toute finalité, au bout des 500 pages, hein, donc bien sûr, je ne compte pas faire 500 vidéos, je ferai des vidéos sur l'essentiel, sachant qu'après il y a des aspects dans le livre qui sont un petit peu plus, un peu plus compliqués, un peu plus complexes, et cela, je le ferai en off pour moi. Là, je vous proposerai donc des vidéos qui traitent des aspects, on va dire, généralistes, et pas trop compliqués, du moins à traiter en vidéo, sur le tarot. Alors, j'essaierai d'en faire à peu près une par semaine, et le but est de découvrir le tarot au fur et à mesure de mon apprentissage que je vous partagerai par conséquent. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la mise en place et pour le début de cette vidéo. Voilà, nous voici donc de retour. J'ai mis en place les cartes comme vous le voyez. Alors, ayant un petit espace, une petite table comme vous le voyez, pour disposer les cartes telles que elles sont disposées dans le livre, dont je vous mettrai l'illustration en incrustation vidéo. Voilà, il faut savoir que donc là il s'agit de ce que je vais vous expliquer là dans quelques minutes, des arcanes dites majeures du jeu de tarot. Alors normalement sur le livre, elles sont présentées en 2 lignes, avec à chaque extrémité le mat, qui est ici, hein, le mat, et la carte du monde, voilà, qui sont donc un peu éloignées, on va dire, des autres. Et donc maintenant, avant de commencer donc à vous parler des arcanes majeures, on va faire un bref petit historique du jeu de tarot de Marseille en quelques dates. Et après,
Je vous expliquerai brièvement de quoi se compose le jeu, etc., etc. Alors, il faut savoir que les premières cartes connues du tarot datent du Moyen-Âge et plus précisément de 1450. Jusqu'au XVIIe siècle, et plus précisément en 1680, l'iconographie est chrétienne. Mais à partir du XVIIe siècle, l'iconographie a été influencée par l'astrologie et l'alchimie. En 1760, se fixe un portrait de tarot propre à la ville de Marseille, qu'on le retrouve jusqu'à maintenant, et dont Grimaud, donc le quartier dont j'avais évoqué tout à l'heure dans l'introduction, a maintenu la tradition. Enfin, en 1930, Paul Marteau, de la famille Grimaud, fixe les couleurs telles qu'elles se sont perpétuées jusqu'à maintenant. Voilà, ça c'était pour les quelques petites dates pour la culture générale sur le jeu du tarot. Donc vous le voyez, c'est un jeu de cartes qui est très ancien, hein, du Moyen-Âge. Et maintenant, je vais brièvement vous expliquer les quelques particularités, enfin, vous présenter ce jeu. Alors, le tarot se compose de 78 cartes. Cartes qui peut être également appelée arcane. Arcane qui veut dire secret. Ces 78 cartes sont elles-mêmes divisées en deux groupes. Celles que vous avez dans le champ de la caméra, donc ce sont les arcanes majeures qui sont au nombre de 22. Et les mineurs dont je les présenterai à la prochaine vidéo, elles sont au nombre de 56. Elles sont un petit peu plus nombreuses. Alors, quelles sont les différences entre les arcanes dites majeures et mineures? Les arcanes majeures décrivent un processus humain universel qui englobe tous les aspects spirituels de l'être. A l'inverse, les arcanes dites mineures permettent d'examiner les aspects les plus quotidiens et personnels de la vie matérielle, psychique ou intellectuelle. Ainsi, pour résumer, on peut dire que les arcanes mineures sont plus terre à terre, car elles traitent de problématiques, on va dire, du quotidien et plus humaines. Et à l'inverse, les arcanes majeures, elles, sont plutôt dans le spirituel. Comment reconnaître dans un jeu de cartes qui se compose donc de 78 arcanes, comment différencier les arcanes dites majeures et mineures? Les arcanes majeures, donc je vais vous en approcher une, voilà, donc on va prendre la carte du monde, hein, que vous voyez. Voilà, donc les arcanes majeures ont deux cartouches, vous le voyez, une supérieure et une inférieure. Alors, et vous le voyez, donc, celle d'en haut a le numéro, donc ici c'est la 11e, et dans le cartouche inférieur, il y a le nom de la carte, ici c'est le monde. Donc voilà comment ça se présente. Donc deux cartouches, supérieur, inférieur, en haut le chiffre, et en bas le mot, le nom de la carte, voilà. Ah bah là ça fait le focus, on voit mieux. Voilà. Sachant que il y a quand même une exception, en effet, et c'est encore le diable qui allait partir, décidément celui-là, il ne veut pas rester en place. Voilà, le mat. Le mat, comme vous le voyez, a les deux cartouches, mais dans la cartouche supérieure, il n'y a pas le numéro. Toutes les autres arcanes majeures ont donc ces deux cartouches. Donc les arcanes majeures sont au nombre de 22, avec donc ces deux fameuses cartouches, numérotées en chiffres romains de 1 à 21, plus le mat, donc 22. Et pour découvrir au mieux les arcanes majeures, il nous est proposé donc de disposer les cartes sur le schéma dont je vous parlais précédemment, et de recueillir nos impressions, nos observations, etc. sur les cartes, et notamment les points communs par exemple. Alors je ne vais pas faire cet exercice parce que déjà je pense que c'est un peu plus personnel, chacun verra ce qu'il veut voir en fonction de... Voilà, c'est très subjectif. Cependant je vais quand même vous donner quelques exemples qui pour moi sont quand même assez flagrants. Donc, par exemple, l'arcane 1, qui est donc le battleur. Voilà. Et si on prend l'arcane 21, alors il faut que je la retrouve à la 21.
Non, pardon. La 1 et la 11e. Voilà, qui est donc la force. Alors, est-ce que c'est un petit peu... Voilà, c'est pas très pratique, voilà. Donc l'arcane 1 et la 11e. Quand on les prend comme ça, bon, peut-être on voit pas forcément au premier coup d'œil ce qui peut y ressembler. Et bien par exemple, là on peut dire que le couvre-chef des deux personnages se ressemble quand même. Voilà, c'est pas exactement les mêmes, mais il y a quand même un petit point de ressemblance effectivement sur ces deux couvre-chefs qui sont assez larges et assez grands. Voilà, c'est un des exemples, par exemple, de points semblables, de points communs qu'on peut trouver avec certaines arcanes, certaines cartes. Et puis on peut aussi, donc ça c'est des points communs qu'on peut voir comme ça à vue d'œil, mais il y a aussi les points communs qu'on peut voir avec les cartes en fonction, avec les cartes qui sont l'une sous l'autre. Je m'explique. Par exemple, si on prend le regard par exemple, la direction du regard des différents personnages sur les cartes, et bien par exemple la carte, l'arcane 3, qui est donc l'empereur. Alors, je vais vous la prendre quand même pour que vous la voyez mieux, parce qu'elle est assez loin. Voilà. Donc, l'empereur. Donc, c'est la 4, hein, pardon. Et voilà. Donc, vous allez savoir pourquoi j'ai fait cette erreur. Mais vous allez comprendre après quand on parlera de la numérologie du tarot. Donc, l'arcane 4, l'empereur. Et si on prend la 13e, qui est là. Alors hop, la tempérance, je te mets de côté. Voilà. Donc ça c'est l'arcane sans nom, hein. Il n'y a pas de nom. Dans les prochaines vidéos, je vous en parlerai pourquoi celle-ci on l'appelle comme ça. Et donc voilà, là c'est flagrant. Par exemple, vous voyez que le regard, la direction des regards des deux personnages sont complètement à l'opposé. Voilà. Donc il s'agit de petites observations comme ça, de petits points communs, de petites choses qu'on peut voir, de petits détails qui sont quand même pas si anodins que ça. Et dernier exemple, par exemple aussi de points communs qu'on peut trouver ou de ressemblances, etc. entre diverses arcanes, pardon. C'est par exemple, je vous prends l'arcane 5 qui est le pape. Voilà. Et je vous prends l'arcane 15. La 15. Comme elles sont pas disposées vraiment en deux lignes, du coup c'est un petit peu plus compliqué à me repérer. Ah bah oui, bah d'ailleurs, c'est le diable, voilà, justement, je cherchais. Voilà. Donc là, je pense que c'est quand même flagrant. Voilà, ce sont des exemples quand même qui sont assez flagrants. Hein. Au premier abord, on voit très bien que les deux personnages centraux de ces deux cartes sont beaucoup plus grands comparés à leurs acolytes qu'il y a en bas. Vous voyez très bien que là, le pape a ces deux personnes là, et là, et le diable là et là. Et eux sont beaucoup plus grands. Voilà. Donc ça c'est encore un point commun entre quelques arcanes qu'on peut voir dans le jeu du tarot. Mais bien sûr il y en a plein, et puis les autres c'est en fonction de sa propre observation. Donc c'est pour cela que je ne vais pas aller plus loin, et que ce genre de détails et d'impressions je le ferai de mon côté. Alors, ce qu'il faut savoir par la suite, ce qui concerne les arcanes majeures, et plus spécialement dans la réalisation de leurs actions. Il faut savoir que par exemple, le battleur, il faut savoir que donc les arcanes de 1 à 10 précisément réalisent leur action vers le haut. Donc le battleur qui est là, comme vous le voyez, il a son bâton là. Bâton qui est levé vers le haut. Tout comme c'est le cas pour l'empereur, l'impératrice
le pape, etc., etc., jusqu'à la roue de fortune. La justice aussi, par exemple. Voilà, donc ces arcanes-là réalisent leurs actions par le haut. Et à l'inverse, les arcanes 11 à 20 réalisent leurs actions vers le bas. L'arcane sans nom avec sa faucheuse, le pendu qui a la tête en bas, etc., etc., etc. La maison Dieu aussi, par exemple. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui vous permettra peut-être de comprendre l'hésitation et l'erreur que j'ai fait il y a quelques secondes en vous présentant certaines cartes, en ce qui concerne donc la numérologie du jeu de tarot de Marseille qui, vous allez le voir, est assez particulière. Donc on va reprendre l'empereur. Voilà, hop, le pape tu restes là. Donc c'est la 4e arcane, on est d'accord. Et comme vous le voyez sur le cartouche supérieur, le chiffre 4, donc en écriture romaine, hein, ne s'écrit pas comme ça. Nous sommes d'accord que c'est normalement, pour dire grossièrement, voilà, 4, c'est 1 ou un bâton, voilà, comme les inconnus, et un V. Ça c'est 4. Ce qui correspond à 5 moins 1. Voilà, normalement les chiffres romains, c'est comme ça qu'ils s'écrivent et c'est comme ça qu'ils se lisent. Alors que sur les tarots, comme vous avez vu sur l'empereur par exemple, eh ben non. Le 4, c'est 1, plus 1, plus 1, plus 1. D'où l'erreur que j'avais fait, parce que inconsciemment, forcément, on connaît plus ou moins les chiffres romains. Pas très loin, hein, mais on connaît les premiers, voilà, jusqu'à 10 au moins, on sait à peu près comment ça s'écrit. Et donc c'est vrai qu'inconsciemment, nous, le 4, c'est comme ça, et j'avais pas fait attention qu'effectivement, je pensais avoir fait une erreur, que c'était la 3e carte. Et en fait, non, c'est bien la 4. C'est bien le numéro 4 en romain, mais dans le tarot, voilà, c'est 1, plus 1, plus 1, plus 1. Alors, tout simplement parce que le jeu de tarot se lit de manière progressive. Ce sont des numéros progressifs. C'est une des clés de compréhension du tarot de Marseille. C'est-à-dire qu'il additionne plutôt que de soustraire. Ça décrit donc un processus de croissance qui se fait degré par degré. On ne soustrait jamais, on additionne, on ajoute. Alors on peut se faire 3 constats sur la numérologie du tarot. À ce stade-là, bien entendu. Donc le tarot est progressif. La plus haute valeur des arcanes majeures est le 21, soit XX1. Et donc le tarot procède par addition. Voilà pour ce rapide, voilà pour les principales parties dont je voulais traiter dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi de Pentecôte si jamais la vidéo a été publiée ce jour-là. Et donc sinon une bonne semaine et je vous dis à la prochaine fois.